Vous êtes bien installés? Chers spectateurs, bonjour et bienvenue, ici Mouvictor. Voici la première émission du 7e siège. Je suis tellement heureux de la commencer. Merci à vous de regarder, c'est super important. Et petit disclaimer avant, j'espère que tous vos proches vont bien en cette période compliquée. Voilà, je veux que vous soyez dans une ambiance sereine, détendue, une ambiance calme et posée parce qu'on va parler de choses les amis, on va parler de choses qui sont bonnes. Vraiment, en ce jour béni, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour un film qui mérite tellement d'amour. Il est temps de lancer cette superbe émission avec un film qui doit briller de mille feux. Il est scintillant, il est sublime, il est tellement intéressant et tellement beau visuellement, tellement drôle, fantastique, fantasmagorique, j'ai plus d'adjectifs, c'est un must-see absolu, il est beau, drôle, intelligent, toutes les qualités qu'il faut pour un sublime date Tinder. On va parler de La Route d'Eldorado. Je suis trop content de vous en parler. Je suis trop content de commencer par ce film et de pouvoir vous en parler. C'est un film qui est tellement cher à mon cœur. Je vais la faire très courte. C'est mon film d'animation préféré. Je peux pas être plus clair et plus concis que ça. Il est tellement en haut du panier, j'étais obligé de commencer l'émission avec ce film-là. Mais alors vous allez me dire, oui, mais ça parle de quoi ton machine absolue? Parce que là tu nous le survoles. Je vais vous en parler, on se détend, on se calme, la vie est belle, on est d'accord, la vie est belle. De quoi parle ce petit film d'animation? La Route d'Eldorado, ou The Road of Eldorado pour ceux qui parlent norvégien, est un film d'animation sorti par les studios DreamWorks en l'an 2000. Pour rappel, les studios DreamWorks ont été créés en 1994 par David Geffen, Jeffrey Katzenberg et surtout Steven Spielberg. On te mérite pas, Steven, on te mérite tellement pas. Cette boîte de production a vu passer bon nombre de films de qualité, mais de qualité, comme Le Prince d'Égypte ou encore Fourmise, dont on aura l'occasion de parler plus tard sur cette chaîne, vous inquiétez pas. La Route d'Eldorado est donc le 3e long métrage des studios DreamWorks à aller au cinéma. Il est réalisé par Éric Bergeron, la France est fière de toi, Jeffrey Katzenberg et Don Paul. Le film nous raconte l'histoire de Miguel et Tulio, deux compères qui rêvent de gloire et de richesse. En gagnant une carte mystérieuse à des jeux de dés que Tulio a truqué, les deux amis vont semer la zizanie dans la ville et c'est... comment dire... c'est grandiose. Ils vont réussir à semer la pagaille grâce à des scènes d'improvisation et des courses-poursuites, endiablées. Alors qu'ils sèment la pagaille en ville, ils se retrouvent malencontreusement embarqués dans les frégates d'Hernán Cortés. T'as vu cet accent espagnol de malade? Faits prisonniers, ils doivent s'évader du bateau, sous peine de couper de la canne à sucre jusqu'à la fin de leur misérable vie. Ils tombent sur le cheval de Cortés, Altivo, qui va les aider à sortir à l'aide d'une barre de fer et d'une pomme. Mais surtout ce cheval, écoutez-moi bien, ce cheval a une intelligence de psychopathe. Se débrouillant tant bien que mal à rejoindre la côte, il tombe sur une terre inconnue. En regardant les détails des paysages et gagné par une soif de découverte poignante, Miguel découvre qu'il s'agit du continent de l'Eldorado. Alors qu'ils essaient de retrouver leur chemin et pensant être perdus, les deux compagnons tombent nez à nez face à Shell.
une autochtone qui va les guider vers la Cité Dorée. Ils se présentent donc au chef du village, Tanamok, qui est accueillant et bienveillant et paisible. Il est trop chou, on dirait un John Goodman mais en un cas. Et Tsekelkan, le prêtre du village, qui va les considérer comme des dieux. Pas de bol. Pas du tout. C'en est pas du tout, c'en est tellement pas, mais c'en est tellement pas du tout. Il voit leur arrivée comme celle de Dieu et va acclamer haut et fort la présence de divinité sur leur terre. Bon après déjà, quand tu vois sa gueule, tu sens qu'il respire pas les gâteaux et les confettis de bienvenue quoi. Il est pas... Non. Et roublards comme ils sont, Miguel et Tulio vont profiter de la crédulité du peuple et vont se faire passer pour des êtres supérieurs et profiter de tous les luxes que la vie peut leur donner. La suite, je vais vous la laisser la regarder pour pas vous spoiler, mais en gros, c'est ça. Je souhaite vraiment pas vous en dire plus. Je pense que ce film mérite 1h30 de votre temps et que vous puissiez kiffer la vie comme moi je l'ai kiffé ou comme Miguel et Tulio ont pu kiffer leur vie, c'est-à-dire sans concession. Mais alors, vous pourriez me dire, mais qui c'est ce connard là qui me demande de regarder un film alors que j'ai pas envie? Alors déjà, je vous emmerde. C'est faux. Aimez-moi s'il vous plaît. Et ensuite, parce que ce film... Bah, il a floppé, voilà, il a floppé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a floppé. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Très bien. Voyons voir. Tulio! Excusez-nous un petit instant, d'accord? À mon grand regret, il faut bien l'admettre, La Route d'Eldorado a fait un méga flop. Et ça me dégoûte! Putain, comment c'est possible d'être passé à côté de ce film? Je ne comprends pas. Et comment on a pu faire un accueil aussi dégueulasse? Pourquoi? Mais pourquoi, bon Dieu? Pour vous donner un ordre d'idée, La Route d'Eldorado a coûté 95 millions de dollars. Ça peut paraître énorme, Oui, ça l'est. mais 95 millions de dollars, pour un film d'animation, je peux vous assurer que c'est pas beaucoup. Pour un film d'animation, je peux vous assurer que c'est tout à fait normal. Entre toute l'équipe à financer, que ce soit les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, les animateurs, tout le travail autour de la distribution, donc la communication, les comédiens, les paroliers, les compositeurs, enfin bref, tout ça, je peux vous assurer que 95 millions, c'est normal. C'est complètement normal, surtout à l'an 2000. Mulan, 2 ans auparavant, avait 5 millions de dollars en moins sur ce budget. Donc comme quoi, on n'a pas besoin d'un énorme budget pour faire un excellent film d'animation. Qui est toujours mieux qu'un gros film de 2020 de merde. Enfin bref, ça c'est son budget. Mais du coup, il a rapporté combien? 76 millions de dollars. Ce film a rapporté 76 millions de dollars au box-office. Donc, il a perdu du fric. Bordel, pourquoi? C'est n'importe quoi, je comprendrai jamais cet échec. Mais bon, surtout à cette époque, l'argent que représente le box-office, c'est surtout, enfin de toute manière, c'est un billet de cinéma. Mais ça c'est le prix, mais ça ne vaut pas une critique. Ça ne vaut pas un compliment jeté à la volée en sortant d'une salle. Ça ne vaudra jamais un écrit sorti d'un pont journalistique. Ça ne vaudra jamais une sublime... On va faire un petit point presse. Sur Allociné et IMDb, en gros, le film a une note de 6 sur 10. Ce qui est bien, mais pas top. Pour avoir fouillé, j'ai eu de tout en commentaire. Allant du plus con, le dynamisme dans le scénario, les dessins sont vrais éclats. Et ça là, la putain de Tara, c'est ça là, c'est pas des éclats ça, c'est pas éclatant. Bref, du moins bon commentaire, comme du commentaire le plus honnête, sur une poésie et un humour à couper au couteau. Et je ne peux qu'adhérer à ce commentaire. Vous verrez après, est-ce que la mayonnaise a prise? J'ai 68 ans. Et ben, c'est mitigé quoi. C'est coup-ci, coup-ça. Pas mal de gens trouvent que le film est assez brouillon dû au nombre de réalisateurs qui ont dû sûrement se marcher dessus pendant l'écriture, pendant la réalisation de ce film. Du fait de certaines scènes qui ne collent pas trop entre elles au niveau ambiance. La question du scénario tombe souvent sur la table comme brouillon ou facile, etc. Alors excusez-moi, mais des personnages antipathiques, déjà des personnages principaux, remettons l'église au centre du village, j'ai 78 ans.
Des personnages aux ambitions et à la morale plus que douteuses, découvrant un monde inconnu et menant une expédition pour récolter les ressources, mais en cours de route retrouvent un brin d'humanité et décident de préserver un peu ce petit écosystème tout en tombant amoureux d'une autochtone. Excusez-moi, mais on n'en trouve pas tous les jours des scénarios comme ça. Ça là, je vois pas ce que c'est. Je sais pas de quoi vous parlez. Un animé classique qui ne brille pas par son originalité mais qui a le mérite de divertir et c'est tout ce qu'on lui demande malgré trop de chansons nulles. Pardon? Trop de chansons nulles? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est juste un commentaire sur un gars qui doit rester dans sa pauvre grotte de pauvre connard parce que sérieusement, pour dire que les chansons sont trop nulles, il ne faut pas connaître Sir Elton John. Qu'on me dise que ce ne sont pas les meilleurs. D'accord. J'admets, mais qu'on vienne me dire que le mec qui a composé ça a fait des chansons nulles, excusez-moi mais c'est relevé de la bêtise. Des personnages en carton-pâte et un humour inexistant. Hein? Quoi? Non mais oh! Mais ça va pas dire des insanités pareilles. Faut vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas d'humour et qu'il est inexistant. Mais ça va pas. Tu vas me dire que sur toutes les vannes, il n'y en a pas une seule qui a marché sur toi? Pas une! Maintenant, faut remettre les choses dans le contexte. Parce que c'est bien joli de dire « Oui, c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu, c'est mon film d'animation préféré, tout le monde doit le voir, gna 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 gna. Stop. Mais il faut aussi qu'on parle du contexte dans lequel il sort. Je vous rappelle que le film est sorti en l'an 2000, dans les salles de cinéma. Mais en 2000, il y a quand même un sacré concurrent, une sacrée bestiace, qui vient foutre un coup de pied dans la fourmilière des films d'animation. Qui plus est, des films d'animation comiques. Vous savez très bien duquel film je parle. Oh ouais! Kuzco, l'empereur mégalo est la nouvelle production des studios Disney et qui mêle ambiance, exotique et humour à couper au couteau. Le film connaîtra un succès moyen lors de sa sortie au cinéma, mais le verra octroyer une renaissance dans ses sorties en version physique. Alors, j'adore Kuzco, vraiment, je l'adore. Pardon. Mais il a choisi le pire timing pour sortir. Et parce que oui les amis, malgré des critiques mitigées en salle, Kuzco ça reste quand même une production Disney. Et la boîte de production de Spielberg et Katzenberg ne peuvent rien faire face à la firme aux grandes oreilles. Et c'est bien dommage parce qu'on est vraiment à ça, on est à 1 an de la remontada selon Saint Shrek. Mais juste à ça quoi. Soyez bénis monseigneur. Et c'est en partie ça qui a freiné le succès d'Eldorado. Mais il y a encore un truc qui, je pense, n'a pas marché auprès de nos bambins préférés et de leurs géniteurs. C'est juste un tout petit truc, quoi. Un tout petit truc. Rien du tout. Monseigneur! Eh oh! Les grands maîtres! Qu'est-ce qu'il va penser s'il trouve l'un des dieux comme ça avec moi? Bah, quel vénard. Alors, par quoi commencer? Cette scène de gros bisous baveux bien suggestifs des familles a pas forcément bien marché auprès de nos chères petites têtes blondes donc, et de leurs parents. En effet, si on prête attention un peu à la scène, on peut entendre que Shell, toute de soie vêtue comme si on ne voyait que la pote ses paupières, propose de manière très raffinée, comment je pourrais dire ça, propose de restaurer la 8e merveille du monde de Tullio. Et malgré la censure et la suggestivité de la scène, le mal est fait. Il y a bel et bien... une bonne grosse... Pardon, je suis sorti de mes gonds, je n'aurais pas dû... Excusez-moi, pêche, on m'enlèvera pas de l'idée que... elle est forte. Enfin bref, il faut prendre en compte le contexte dans lequel le film est sorti pour bien comprendre ce qui s'est passé avec la route d'Eldorado à sa sortie. Mais est-ce que ce sont les seuls arguments recevables pour juger de la qualité de ce film? Mais pas du tout! Mais tellement pas! Tellement pas! Mon Dieu, mais non! Jamais de la vie! Voici pour moi les principaux arguments qui font que La Route d'Eldorado est un film à apprécier. En avant, Tullio, et suivons le chemin.
Quel chemin? Le chemin que nous traçons. Ce chemin que nous traçons. Tout d'abord, sa VF. Et oui les amis, vous êtes sur une chaîne YouTube qui est pro VF. C'est vraiment ballot. Hein. Voilà. Je vais pas me faire que des amis, moi. Bon, pas pour tout, évidemment. Il y a plein de choses qui doivent se regarder en VO, évidemment. Mais je pense qu'il est important de valoriser le doublage. Parce que c'est un métier qui est important pour la traduction et pour la compréhension du public et qui n'adhère pas à la VO et qui ne souhaite pas forcément lire en même temps de regarder quelque chose, donc ça reste un métier qui est très important. Et c'est pas comme si j'avais envie de foutre Donald Renew ou Brigitte Lecordier au chômage. Vous voudriez pas voir Spider-Man ou Goku sans la voix de ces personnes, ou même Pipoudou, les vrais savent. Et en ce qui concerne la route d'Eldorado, on est garni en VF de qualité, mais alors, oh là là, là c'est le gratin d'hiver, hein. Là il y a toutes les couches pour faire une excellente VF. Déjà on a Richard Darbois pour Hernan Cortés, et alors, hein, excusez-moi, hein, mais Richard, je veux dire, Richard. Mon équipage a été sélectionné avec autant de soin que les disciples du Christ. Et jamais je ne tolérerai de passagers clandestins. Vous serez fouettés. Et quand nous aborderons à Cuba pour nous ravitailler, si Dieu le veut, vous serez fouettés plus encore. Et deviendrez esclaves à la plantation de canne à sucre pour le reste de vos misérables vies. Embarquez-les. Génial. Cuba? Et oui, le génie d'Aladin et Richard Gere ont la même voix. Ça t'embouche un coin, hein. Féodor Atkin dans le rôle de Tsekelkan, qui décidément adore les rôles de saloperies qui par-dessus le marché sont des prêtres ou des magiciens, tout de noir et rouge vêtus. Oui, oui, c'est de Jafar dont je parle. Monseigneur, vous êtes parfait. Bien. Continue. Mais votre perfection vous fait ignorer combien imparfaits sont les humains. Ils sont comme des serpents, flasques et visqueux, aussi fallacieux que des rats, voleurs, tricheurs, et ils s'en remontent, tissant des tissus de mensonges, comme des araignées. Arrête! C'est dégoûtant! Ils sont plus que dégoûtants. Jack France dans le rôle de Talamok, qui lui aussi a l'air d'apprécier les personnages rondouillards bienveillants, chaleureux, accueillants et bleus par-dessus le marché. Je parle de Sully de Monstres et compagnie pour les deux du fond qui suivent pas. Vous savez, Seigneur Miguel, si vous désirez rester, il vous suffit de le dire. Tu veux dire pour toujours? Bien sûr. Mais on a également du Star Talent, et pas des moindres. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le Star Talent? Je vais répondre à ta question, toi qui utilises un accent dégueulasse. Le Star Talent, c'est quand on fait appel à des stars, pas difficile, c'est quand on fait appel à des comédiens qui ne sont pas du métier du doublage, mais plus connus pour d'autres choses. Je pense notamment à Franck Dubosc dans le rôle de Marin dans Nemo, ou encore Omar Sy dans le rôle de Joe Gardner, plus récemment dans Saul. Victoria Abril campe le rôle de Shell, qui propose volupté et sensualité, comme on a pu le voir précédemment. Oh, ne vous en faites pas, mes biquets. Mon seul désir est de servir les dieux. Vous vous rappelez? Et alors? Eh bien, si vous voulez l'or, évitez de vous faire prendre, d'accord? Vous aurez besoin des monnaies. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a besoin de toi? Tu es sérieux? Et encore, ça aide à apprécier sur le personnage, parce que j'avoue que pour Shell, je reste un peu sur ma faim en termes d'interprétation. C'est pas foufou, c'est bien, hein, mais c'est pas la meilleure chose que j'ai pu entendre dans un film d'animation. Mais le gros du gros, ça reste évidemment Miguel et Tullio. En VO, respectivement, ils sont doublés par Kenneth Branagh et Kevin Kline. Oui, Kenneth Branagh, le mec de Wild Wild West, qui accessoirement a réalisé le film Thor. Je dis ça comme ça. Mais surtout, la VF est faite par Antoine Decaune et José Garcia. Je suis Gilles Gros Paquet.
le Barry White français. Et voici Ginette, ma partenaire. Oh, Barry White. J'ai été conçu sur l'une de ses chansons. Et putain, ce que c'est bon! Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça, j'adore ça! J'ai pas réussi à avoir des interviews, mais je suis persuadé qu'ils ont forcément travaillé sur les dialogues et sur l'humour du film. C'est obligatoire. Le duo fonctionne à 100%. On sent tellement bien l'amitié entre les deux personnages, à la vie comme à l'écran. C'est juste génial. Je veux dire, regardez ces extraits. Et toi, tu combats comme ma sœur. J'ai combattu ta sœur. Merci du compliment. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que nous soyons dans des tonneaux. C'est tout ce que je peux affirmer pour l'instant. Voici mon plan. Au milieu de la nuit, toi et moi barbotons des provisions, volons une de ces grandes marques, et puis nous ramons jusqu'en Espagne, et adieu la compagnie. Jusqu'en Espagne, hein? Ouais, Et en ramant. t'as tout juste. Géant. Sensationnel, et ça c'est ton plan, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Bien, je suis d'accord. Alors comment on sort d'ici? Au milieu de la nuit, toi et moi barbotons des provisions. Chaque réplique fait mouche, tape dans le mille, elles sont brillamment interprétées et je trouve que les voix elles collent tellement bien avec les personnages. Déjà, on a José Garcia, quand même, mais je trouve qu'Antoine Decaune, il n'est pas forcément habitué au doublage, mais sur Miguel, je trouve que ça l'assagit et ça lui va super bien. Ça lui donne un côté un peu... un peu bienveillant, un peu honnête, quoi, comparé à Didier Lambrouille. Et comme je vous le disais, chaque personnage fait mouche et sa voix colle tellement bien avec le personnage. D'ailleurs, ce qui me permet d'introduire une autre partie, les chansons. J'ai eu une toute petite question pour les critiques que j'ai lues tout à l'heure. Vous connaissez Elton John? Non mais c'est dingue quand même qu'on puisse dire des chansons composées par Elton John qu'elles sont nulles, voire oubliables. Je trouve ça sidérant, que ce soit le thème principal ou mon Dieu, Friends Never Say Goodbye. Mais putain, toutes les chansons sont incroyablement orchestrées par Elton John et retranscrivent exactement tout le ressenti et l'ambiance du film, que ce soit la découverte, la trahison, l'empathie, le désir de rester sur place. Toutes les émotions que tu vois à l'écran se font entendre sur les papiers de la mélodie. C'est tellement... En fait, c'est ça. C'est agréable. D'ailleurs, la chanson Someday Out of the Blue nous fait l'honneur d'être le générique de fin et nous l'en remercions chaleureusement. D'ailleurs, le clip est en animation et reprend des moments du film. Je vous invite à aller le voir. Et quid des chansons françaises, vous allez me dire? Et je vous vois venir sur les commentaires assassins de « oui, la traduction, elle est pas ouf, elle est machin ». Mais que nenni mon petit, n'importe quoi! Les chansons en français sont interprétées par notre cher Daniel Lévy. Monsieur les 10 commandements. Ce sera nous, grand chanteur dans l'âme, vous en conviendrez. Et vous savez quoi? Les chansons françaises sont excellentes. Enfin merde quoi, Tracer le chemin, C'est dur d'être un vrai Dieu, ou Bon Dieu, Ne dis jamais adieu, sont de super chansons pour un film d'animation. Toutes les chansons sont fun et mettent en avant l'esthétique chaleureuse et festive du film. Je veux dire, regardez ça et osez me dire que c'est pas fun, que c'est pas esthétique et que ça donne pas envie de chanter. Petite parenthèse pour parler de l'OST qui est composé par Hans Zimmer. Toutes les chansons sont fun et mettent tellement bien en scène le côté festif et esthétique du film. D'ailleurs, en parlant de ça, l'esthétique. Bordel que ce film est beau! Il est beau à en crever! J'ai tellement envie d'hurler qu'il est beau que je vais réveiller beaucoup de monde, mais je vais pas le faire. C'est coloré, c'est pétillant, c'est scintillant. Visuellement, tu t'ennuies jamais, c'est un folklore de couleurs. Cette patte graphique, on la doit à Will Finn, dessinateur de génie qui a fait des dessins de malade. Il a fait quasiment toutes les animations de beaucoup de personnages entre Rox et Rookie et le livre de la jungle 2. Comme quoi, il n'y a pas que des trucs bien chez Disney non plus. Et il nous offre des dessins et des designs avec une patte graphique tellement soignée et qui comprend son sujet, on dirait vraiment des fresques Inca ou autres Toltec. Je veux dire, quand vous voyez ça, ou ça,
oser me dire que le film est pauvre visuellement, franchement. Ne serait-ce que la découverte de la cité. Elle parle de toute l'esthétique du film à elle seule. Ce qui est génial en plus avec ce film, c'est que vous trouverez toujours un petit détail dans les dessins qui font que ça claque, t'as vu? Vous trouverez toujours quelque chose qui fera plaisir à vos petits globes oculaires. D'ailleurs, ce n'est pas le seul sens qui est mis à l'honneur. Eh oui, on va parler de l'humour. Car voyez-vous, j'aime l'humour. Je vous disais plutôt que Antoine Decaune et José Garcia ont doublé nos protagonistes. Et dans les dialogues, ça se sent mais tellement qu'ils ont mis leurs pattes humoristiques. Ça se sent, mais alors à 10 000 %. J'ai pas de source, mais je suis persuadé qu'ils ont participé à l'écriture des dialogues du film. En tout cas en VF. C'est des ping-pong verbal à longueur de temps. Tu dis une vanne, je t'en renvoie une. Tu me fais un clash et je t'en donne un. Prenez pour preuve le faux duel que Miguel et Tullio font pour se sortir de la galère en début de film, dont je vous parlais d'ailleurs en présentation. Ou encore la scène de l'évasion dans le bateau, je la trouve tellement bien, elle est tellement géniale. De mon point de vue, c'est plus Tullio qui est du côté humoristique, Miguel étant plus empathique pour moi que drôle. Quoique. Dangereuse, attends une seconde. La petite voix, tu te rappelles la petite voix? Rien que pour une minute, imagine que tu l'entendes. Qu'est-ce que tu pourrais te dire à propos de Shell? Par extension à l'humour, autant simplement parler des dialogues. Les dialogues de ce film puent la sincérité à tous les étages. C'est jamais niais, à quelques exceptions près. Je pense à Tanamok surtout, qui est très dans la bienveillance et dans le « je vais vous aider, car vous êtes gentil ». Comme il sert de guide pour le village et justement pour nos personnages, c'est normal qu'il soit dans cet état-là. Mais quand même, des fois c'est un peu mielleux quoi. Mais malgré tout, il y a quand même ce côté un peu philosophique et protecteur qui se sent beaucoup dans ces dialogues, notamment dans ce passage. Oh chef, ne parlons plus de ces cordes. C'est ma faute. Eh oui, l'erreur est humaine. Montrant que oui, il est gentil, mais il est pas con. Le parler de Féodor Atkin permet au personnage de Tsekelkan d'avoir un côté un peu lettré, un peu noble dans toute la saloperie qu'il représente. Ah, enfin, nous concordons. Oui, je l'aime pas, mais c'est Féodor, donc ça passe. J'espère très sincèrement que les prêtres de village n'étaient vraiment pas comme ça à l'époque. Mais d'ailleurs, on n'aurait pas quelques petites infos sur le film et sur l'époque? C'est l'heure de vous donner quelques petits trivia, des petits tips, parce que je suis un gars sympa, t'as vu? Bref, des infos sympatoches à savoir sur le film. La séquence de prière à Xibalba, qui à l'époque quand j'étais petit, me faisait péter des câbles, je comprenais rien de ce qui se passait, et ben en réalité c'est une vraie tradition. En effet, c'est dans les coutumes Chibcha que les indigènes pouvaient jeter des objets précieux dans les cours d'eau. Et je ne comprends toujours pas. En observant le livre de Tsekelkan, on peut apercevoir sur une des pages un petit personnage que vous connaissez un petit peu, mes petits loustiques. Pourquoi j'ai fait ça? Et oui, sur une des pages, on peut reconnaître le petit pêcheur de la lune des studios DreamWorks, qui est fait en style Inca. Stylé. Dans son récit, le film possède quelques similitudes avec le bouquin Candide de Voltaire, notamment la zone spoiler. Si vous souhaitez vraiment pas connaître la fin du film, avancez. À la fin du film, lorsque Miguel et Tullio repartent avec une magnifique embarcation en bois sculpté sublime et avec tout l'or que le peuple leur a donné, ils traversent le long cours d'eau pour sortir de la cité, seulement ils doivent sacrifier quelque chose et ils doivent donc sacrifier tout l'or qu'ils ont gagné. Et c'est en sacrifiant tout cet or que la morale de l'histoire arrive en disant que ce n'est pas la récompense ni la ligne d'arrivée qui compte, mais le voyage, tout le chemin qu'on a tracé ensemble. C'est beau ce que je dis. Oui. Et comme Candide et Cacambo, ils ont perdu tout l'or qu'ils avaient amassé durant leur périple. Comme quoi, l'important est de tracer son chemin, de profiter du voyage, voire même de pouvoir se découvrir soi-même avec son meilleur pote. C'est toujours un must. Pour conclure, par quoi commencer pour conclure cette vidéo qui, selon moi, est déjà beaucoup trop longue? Je ne vais pas vous rappeler l'entièreté des qualités déjà énoncées de ce long métrage, je vais simplement vous donner un énorme conseil.
Si vous aimez les amitiés basées sur des liens fraternels, avec deux hommes qui tentent de réussir, mais surtout qui tentent de réussir ensemble. Si vous aimez les comédies musicales qui peuvent être très très fun, comme très très sérieuses. Si vous aimez les dialogues qui sont à couper au couteau, mêlant thèmes adultes comme des trucs très enfantins avec des délires parfois beaucoup trop stylisés et en même temps tellement coloré qu'on peut pas passer à côté ou qu'on peut pas rester impassible devant. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez les fables, les récits épiques, enfin bref, si vous aimez tout ça, vous pourrez jamais, au grand Dieu jamais, passer un mauvais moment devant La Route d'Eldorado. Je ne pourrai jamais assez clamer mon amour pour ce film tant il m'a donné bonheur et joie de vivre tout au long de mon existence. J'ai l'impression de connaître Miguel et Tullio depuis que j'existe en fait. J'ai l'impression que c'est mes frères, que c'est mes meilleurs potes. Désolé à celui qui se reconnaîtra. Et je rêverais de savoir faire du cheval, ne serait-ce que pour taper la conversation avec Altivo. Parce que je vous jure que c'est possible de taper la conversation avec ce cheval. Enfin bref, je vous ai donné tout ce que je savais sur ce long métrage qui mérite pour moi tellement plus de lumière pour que l'or puisse briller à nouveau. Alors qu'il y a 21 ans, on a éclipsé complètement tout son potentiel. Mais alors vous pourrez me dire « Oui, mais c'est bien mignon de nous dire que le film il est sympathique, gna gna gna, mais comment on peut le voir ?» Je vais te le dire mon petit pote, reste assis, tu vas voir, prends une chaise, tu vois, c'est cool. Où est-ce qu'on peut voir La Route d'Eldorado? C'est une bonne question ça. Lui, il dit les bonnes choses. Oui. Je vérifie pour pas dire de conneries, parce que sinon on va encore me taper sur les doigts. Actuellement, le film est peu disponible sur les plateformes de SVOD. Il me semble qu'il est uniquement disponible sur Apple TV, si je dis pas de conneries. Il a été récemment supprimé de Netflix. Il a été remis, puis il a été resupprimé, puis il a été remis, puis il a été resupprimé, et ainsi de suite, au moins le nombre de fois que j'ai eu de partenaires sexuels. Il a été supprimé qu'une seule fois. Il me semble qu'il n'y a que Apple TV en plateforme de SVOD sur lequel La Route d'Eldorado est disponible. Sinon, je ne vous inviterai jamais assez à soutenir le support physique et à pouvoir le trouver en le commandant sur Amazon, à la Fnac, à Cultura. Si vous arrivez à le trouver, déjà bonne chance, mais prenez-le en DVD ou en Blu-ray. C'est important de supporter le support physique, de protéger ses œuvres. Parce que je vous rappelle que Netflix, c'est un abonnement, mais c'est pas vos films. Hein. Enfin, quand je dis c'est pas vos films, c'est pas vous qui l'avez réalisé, mais c'est pas les vôtres. Ils vous appartiendront pas. Ça reste à Netflix. Alors qu'un beau Blu-ray, je veux dire, un beau Blu-ray. D'ailleurs, Hit Definitive Director's Edition, très très bonne. Et c'est ça qu'il faut. Il faut défendre le support physique. Donc je vous invite réellement à pouvoir le trouver en support physique, comme je le disais, sur les sites internet, et pouvoir le commander, pour que vous puissiez y profiter à fond. Parce que je vous rappelle que sur Netflix, vous avez que les films. En support physique, vous avez un truc qui est très intéressant, à savoir les bonus. Et les bonus, c'est bien. Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir de me dire que le 7e siège est une émission qui est enfin lancée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de pouvoir kiffer votre séance devant La Route d'Eldorado. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de pouvoir regarder La Route d'Eldorado. N'oubliez pas de regarder des films sur toutes les plateformes que vous pouvez connaître, à savoir la SVOD comme je l'ai dit, la télé, le cinéma, prière que le cinéma réouvre, prière que le cinéma réouvre, ou comme je le disais, le support physique. N'oubliez pas de tendre l'oreille, je vous rappelle que je vous donne un petit indice sur le film de la prochaine vidéo. Sur ce, moteur et action. J'ai pris un café à Paris, j'ai surfé aux Maldives, j'ai fait une petite sieste sur le Kilimandjaro. Ah oui, j'ai pris le numéro de portable d'une Polonaise à Rio. Et puis j'ai jumpé pour voir la fin du carton d'un match de NBA, en première loge bien sûr. Et tout ça, c'était avant le déjeuner. Je pourrais continuer, mais tout ça pour dire que j'ai le monde à mes pieds.